Saviez-vous qu'il y a près de 50 ans, l'une des disparitions les plus mystérieuses jamais enregistrées aux États-Unis a eu lieu? Connaissez-vous l'histoire de ce que l'on appelle le col Dyatlov américain? La forêt nationale de Plumas est une forêt nationale américaine de 4640 km², située à l'extrémité nord de la Sierra Nevada, en Californie. Cette forêt n'est pas seulement reconnue pour ses espèces autochtones et sa végétation abondante, mais aussi pour la terrible découverte qui y a été faite. Le 4 juin 1978. Ce jour-là, un groupe de motards qui faisait une excursion dans la région est arrivé jusqu'à une vieille remorque entretenue par le service forestier. Ces remorques sont destinées à servir d'abri pour ceux qui travaillent dans ces territoires au climat hostile, où les tempêtes sont fréquentes et peuvent, entre autres, bloquer les routes. Les motards étaient prêts à passer une journée à tester leur moteur et à se lancer le défi de parcourir les sentiers naturels sinueux, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent l'abri et que toute leur attention se porte sur lui. Peut-être que le facteur qui les a encouragés à s'approcher complètement du site a été de voir l'une de ces fenêtres brisées. Un animal s'était-il introduit à l'intérieur? Curieux, mais sans autre attente que de trouver tout sens dessus-dessous, ils s'approchèrent et frappèrent à la porte. Quand il fut évident que personne n'allait leur ouvrir, ils passèrent par l'ouverture laissée à découvert, en prenant soin de ne pas se couper avec les éclats de verre. La première chose qui se produisit fut qu'ils sentirent l'odeur terrible. Ce n'était pas bon signe. Ils évoquèrent de nouveau l'image d'un animal perdu et désorienté qui serait entré dans la remorque et n'aurait ensuite pas pu en sortir. Cependant, ce qu'ils virent fut bien plus atroce. Sur un petit lit et sous 8 draps, il y avait une personne en état de décomposition. Il s'agissait d'une personne qui portait une longue barbe et dont les pieds étaient gravement gelés, présentant les premiers signes de gangrène. Le plus étrange? Bien qu'on puisse deviner que l'individu était mort de froid, de faim ou des deux à la fois, le reste de l'abri contenait de nombreux autres manteaux, plus de draps et suffisamment de conserves pour nourrir un groupe de personnes pendant des mois. Mais ne nous avançons pas, car dans ce cas, ce ne sont pas les indices qui manquent, mais bien les réponses. Chaque pas que nous ferons, au lieu d'éclaircir la situation, au lieu de nous apporter une solution, nous fera sentir comme faisant partie d'un immense puzzle qui ne cesse de grandir. Que s'est-il réellement passé cette nuit lointaine où tout est arrivé? Quelles sont les théories à ce sujet? Quelles informations d'une importance capitale ont récemment été révélées? Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous allons nous plonger dans l'étrange affaire des 5 de Yuba City. Si ce genre d'affaires vous intéresse et que vous souhaitez que nous fassions plus de vidéos dans ce style, écrivez le mot « disparition » dans les commentaires ci-dessous. S'il y a plus de 2000 personnes qui commentent « disparition », nous préparerons une autre vidéo similaire. Et vous pouvez aussi laisser vos suggestions sur les thèmes que vous aimeriez que nous abordions sur cette chaîne. Sans rien de plus à dire, commençons. Les garçons de Yuba City, une localité agricole située dans le nord de la Californie, était autrefois considérée comme un endroit paisible. Et même s'il est vrai qu'elle l'est toujours, une aura sombre plane sur elle depuis l'hiver 1978. Cette année-là, une partie de la carte, habituellement dépourvue de conflits, est devenue le théâtre de l'une des affaires qui continuent de fasciner chercheurs, professionnels et amateurs. Les raisons. Le 24 février, un groupe d'amis est parti de chez eux pour ne jamais revenir. Le groupe était connu sous le nom de les 5 de Yuba, ou les garçons de Yuba, et il était composé de 5 hommes qui passaient beaucoup de temps ensemble. Faisons leur connaissance. Voici Bill Sterling, 29 ans, Jack Madruga, 30 ans, Ted Weiger, 32 ans, Jack Hewitt, 24 ans, et Gary Mathias, 25 ans. Ils avaient tous un léger handicap intellectuel, mais ils étaient autonomes, indépendants et surtout très soudés. Gary jouait en quelque sorte le rôle de leader. Chez lui, le handicap était moindre, voire inexistant selon certains documents. Cependant, il avait été diagnostiqué schizophrène, une maladie qu'il tenait à distance grâce aux comprimés qu'il prenait chaque jour. Ted, l'aîné, était un ancien concierge tranquille qui avait tissé une relation de grande affinité avec le plus jeune du groupe, Jack. De leur côté, Bill et Madruga étaient également très proches et meilleurs amis. Madruga, tout comme Gary, avait été dans l'armée, où il avait travaillé comme chauffeur de camion. Son travail avait été irréprochable et son habileté au volant avait été démontrée à plusieurs reprises.
Gary, en revanche, avait été réformé pour des raisons psychiatriques en raison de son état. De plus, il avait traversé des périodes de dépendance et était le seul à avoir un casier judiciaire qui n'était pas vraiment vierge. Malgré tout, il avait appris beaucoup de choses pendant ses jours de soldat et se vantait de ses expériences auprès des autres, qui savaient qu'il exagérait, mais prenaient plaisir à l'écouter. Ils vivaient tous encore avec leur famille et ne passaient pas seulement de longues heures ensemble à regarder des films ou à jouer à des jeux de société. Ils étaient aussi passionnés de basketball et faisaient partie d'une équipe locale, les Gateway Gators. S'entraîner et passer du temps sur le terrain était leur passe-temps favori. Cette activité les avait soudés en tant que groupe et ils portaient fièrement leur maillot. La nuit où leur vie allait prendre un tournant aussi extravagant qu'inhabituel. Ils étaient tous particulièrement anxieux et nerveux. Le lendemain, ils joueraient un match crucial qui pouvait définir le destin de l'équipe qu'ils aimaient tant. S'ils gagnaient le match, ils pourraient participer aux Jeux paralympiques. Cet objectif les séduisait depuis longtemps et maintenant, ils n'étaient plus qu'à un pas de pouvoir l'atteindre. Peut-être parce qu'ils se sentaient impatients, peut-être pour se détendre, ou tout simplement parce qu'ils aimaient le basket. C'est ainsi qu'ils décidèrent que cet après-midi-là, la veille de la rencontre importante, ils iraient à Chico pour voir un match universitaire. Avant de partir, Ted laisserait ses vêtements pliés et prêts sur le lit, avec le maillot parfaitement accroché. Gary insisterait auprès de sa mère pour qu'elle ne change pas l'emplacement du réveil. Jack avait rappelé à sa famille que le lendemain, il ne devait pas le réveiller parce qu'il comptait se lever tout seul. Tout le monde débordait d'enthousiasme. Ils sont partis tôt dans la voiture de Jack Madruga. Une Mercury Montego de 1969 Madruga était le conducteur désigné en raison de son passé déjà mentionné dans l'armée. De plus, il ne laissait personne d'autre conduire son véhicule. Les 5 sont partis en parlant à tue-tête, comme d'habitude, faisant des paris entre eux sur le résultat du match qu'ils allaient voir. Même s'il neigeait, il n'y avait aucune alerte. Tout semblait en ordre. Aucune des personnes qui les ont salués cet après-midi-là n'imaginait qu'elles ne les reverraient plus. Un chemin sans logique. D'après certains des témoignages recueillis plus tard, on a su que les amis étaient effectivement arrivés à destination. Ils ont coupé les billets en entrant dans le stade et une fois sur place, ils ont profité du match. Ils ont ri, encouragé, discuté des actions et mangé quelques bonbons pendant les pauses. On ne sait pas grand-chose de plus sur ce qui s'est passé pendant la durée du match, ce qui allait plus tard déclencher une série de spéculations glaçantes. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que la prochaine trace du groupe a été lorsqu'ils sont sortis du stade. Vers 10 heures du soir, les jeunes se sont arrêtés dans une boutique pour acheter plus de malbouffe et de soda. Ceux qui les ont vus là-bas les ont trouvés détendus, bien qu'un peu réservés. Cependant, ils étaient ainsi, pas très enclins à se faire remarquer ou à engager de longues conversations avec des inconnus. Après avoir payé, ils sont montés dans la voiture et ont entamé un retour qui ne se concrétiserait jamais. Et en effet, même si Madruga prendrait la route qui les menait chez eux, quelque chose d'étrange se produirait en chemin. Si l'homme avait conduit vers le sud les 80 km qui les séparaient de Yuba, en moins d'une heure, il aurait déposé ses amis chez eux. Ensuite, il serait rentré chez lui, se serait couché, et aujourd'hui, cette histoire n'existerait pas. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Vers minuit, les familles des garçons ont commencé à se contacter entre elles. Tout le monde était inquiet, car il n'y avait aucune nouvelle des hommes. À 2 heures du matin, certains parents étaient déjà montés dans leur voiture et parcouraient les routes, regardant vers la bande d'arrêt d'urgence, cherchant des indices d'un éventuel accident, ou tout ce qui pourrait justifier ce retard si inhabituel chez des personnes qui avaient des routines fixes et bien établies. Ils ont aussi appelé les hôpitaux et les commissariats, tout cela en vain. Ce n'est qu'à l'aube que la police a accepté de prendre leur déclaration. À ce moment-là, les familles des 5 de Yuba savaient que quelque chose de grave était arrivé. Une fois les alertes lancées, une recherche a commencé et a rapidement pris une ampleur régionale. La police des comtés de Bath et de Yuba a commencé un travail de ratissage ardu. Les résultats? Rien, absolument rien. Les premières 24 heures sont passées, puis 2 jours. Les journaux avaient déjà consacré leurs pages centrales à l'affaire, et le mystère, bien que fascinant, a vite commencé à laisser place à d'autres nouvelles. Même si les familles des disparus n'ont cessé de répéter que tous les hommes étaient parfaitement fonctionnels, au-delà de leurs conditions. Beaucoup de journalistes ont fait preuve de leurs préjugés, suggérant que des personnes comme celle-ci ne devraient pas posséder de véhicule. Dans ce contexte si décourageant, ce qui s'est passé le 28 février a ravivé l'espoir de comprendre ce qui s'était passé 3 nuits auparavant. Ce jour-là, un garde forestier de la Forêt nationale de Pluma a appelé les enquêteurs qui se creusèrent la tête sur l'affaire.
pour leur signaler qu'il avait vu la fameuse Mercury tant recherchée, dont la photo était placardée dans toute la ville. Et il ne l'avait pas vue récemment, mais bien le 25 février même. C'est juste qu'à ce moment-là, il n'y avait pas prêté attention parce qu'il n'était pas au courant des nouvelles. Les officiers ont estimé que ce retard dans la déclaration était un facteur particulièrement négatif. Savoir qu'on avait perdu la chance d'atteindre la voiture des 5 amis à peine un jour après qu'ils aient été déclarés recherchés. C'est un détail qui, pendant des années, a torturé les proches les plus intimes de ces garçons. Cependant, il est probable que même en étant arrivé à temps, le destin tragique n'aurait pas pu être évité. En effet, pour commencer, la voiture a été retrouvée dans un endroit des plus curieux. La Mercury de Madruga se trouvait sur la route Oroville-Quincy, à plus de 110 km du stade, à 1300 mètres d'altitude et loin de toute route menant à la maison des amis. Et ce n'était que le début de l'énigme, car en inspectant la voiture, la consternation n'a fait que grandir. Autour de la voiture, un ruban d'interdiction de passage a rapidement été installé. Des cônes ont été placés pour empêcher la circulation de passer à proximité. Et on a attendu des professionnels qui l'ont inspecté avec un équipement approprié et des gants blancs. Les résultats de l'analyse minutieuse ont été rendus publics dans les plus brefs délais. La voiture n'avait aucun dommage, le réservoir de carburant était presque plein et le moteur fonctionnait parfaitement. Elle avait aussi les clés sur le contact et l'une des vitres était baissée. Sur le plancher, il y avait des déchets, des canettes vides, des paquets de snacks, des boulettes de papier, pas grand-chose de plus. Aucun indice concernant les amis. Cependant, avec ce qui avait été découvert, cela suffisait pour que les premières questions commencent à se poser. Que faisait la voiture à ces latitudes, dans un endroit si éloigné du chemin habituel? Pourquoi était-il monté dans la Sierra alors que cet endroit était si dangereux en hiver? Pourquoi avait-il abandonné la voiture alors qu'elle ne présentait aucun problème? Où étaient les 5 de Yuba? Les réponses possibles ne se sont pas fait attendre et avec elles, encore plus de questions. Et si la neige leur avait bloqué le passage et qu'il était devenu impossible de manœuvrer pour sortir à cause de l'obscurité et des tempêtes de neige? Est-ce que cela avait du sens? Certaines traces sur l'asphalte ont contribué à donner du crédit à cette théorie. Mais si c'était le cas, alors, les 5 étaient-ils descendus de la voiture et s'étaient-ils enfoncés dans la forêt avec les maigres vêtements qu'ils portèrent sur eux? Pourquoi n'avaient-ils pas essayé d'attendre là jusqu'à l'aube? Pourquoi sortir à la belle étoile? Étaient-ils entrés en crise à cause de la peur et du désespoir? Les doutes étaient nombreux, et au fil des heures, ils n'ont fait que se multiplier. Tout cela n'avait aucun sens, à moins d'ajouter à l'équation certains facteurs qui avaient peut-être été négligés. Et si les amis n'étaient pas partis seuls? Et si quelqu'un les avait suivis et que c'était pour cela qu'ils s'étaient écartés de leur chemin habituel? Et si quelqu'un les avait forcés à descendre de la voiture? Et s'ils avaient vu quelque chose qui les avait tellement effrayés qu'ils avaient préféré s'enfoncer dans la forêt? Le mystère s'est aggravé après que la police a remorqué la voiture au commissariat pour une inspection plus approfondie. La partie inférieure de la Mercury ne présentait ni bosse, ni éraflure, ni trace de boue, même pas sur son silencieux bas. Et pourtant, on se souvenait d'un long trajet sur une route de montagne pleine de nids de poules et d'ornières. Soit le conducteur avait été extrêmement prudent, soit il s'agissait de quelqu'un qui connaissait bien la route. Que Madruga était très doué au volant, ce n'est un secret pour personne. Mais était-il assez doué pour que sa voiture reste indemne après ce trajet, alors qu'il transportait en plus 4 autres adultes avec lui? Comment avait-il fait pour parcourir un chemin aussi complexe sans le connaître à l'avance? Essayer d'expliquer cela a amené certains à insinuer que c'était comme si la voiture avait été téléportée. Cette supposition a conduit à parler de soucoupe volante et d'une possible abduction. L'affaire est redevenue le centre de l'attention et des experts de divers domaines étaient invités dans des émissions de radio et de télévision prestigieuses pour donner leur avis sur l'incident. Pendant que tout cela devenait un spectacle, les enquêteurs ont lancé une vaste campagne pour s'engager sur les chemins situés de chaque côté de la route. Partant du principe que les amis devaient se trouver quelque part non loin de là. Des hommes, des chiens et des machines se sont préparés à commencer cette nouvelle étape. Mais alors, les intempéries ont interrompu toute l'opération. Certains sauveteurs se sont même retrouvés bloqués et leurs vies ont été mises en danger. Pour couronner le tout, l'urgence a tout envahi lorsque la famille de Gary a annoncé à la presse qu'elle avait découvert que leur fils n'avait pas emporté avec lui les médicaments qui contrôlèrent sa maladie. Le jeune homme avait supposé tout le temps qu'il serait chez lui au moment de prendre la prochaine dose. Cependant, maintenant qu'il était avéré qu'il n'était pas rentré, comment parviendrait-il à gérer sa situation mentale?
Comment ferait-il face à sa schizophrénie lorsque celle-ci se déclencherait sans l'apaisement chimique des comprimés? Face à l'impossibilité de poursuivre les recherches et avec un nouveau compte à rebours au-dessus de leur tête, la police décida de ne pas rester les bras croisés. Sans perdre une seconde, une importante récompense commença à être offerte à quiconque pourrait fournir des informations précieuses sur les amis. En même temps, une inspection minutieuse de la zone a été effectuée, avec des centaines d'interrogatoires. C'est ainsi que certains témoignages, pour le moins curieux, sont parvenus jusqu'aux détectives. Des témoignages qui, au lieu d'éclaircir la situation, ne l'ont rendu que plus labyrinthique. Revenons au 24 février 1978. Cette fois, au lieu de suivre les pas des 5 amis qui se rendaient à un match de basket sans savoir à quel point leur vie allait changer en quelques heures. Nous allons suivre Joey Jones. Joe était californien, il avait 55 ans. Et cet après-midi-là, il avait conduit jusqu'à proximité de Rogers Cow Camp, dans la forêt nationale de Plumas. Son intention était de voir si l'endroit présentait les conditions adéquates pour faire une excursion avec sa famille le week-end suivant. Après avoir effectué la relève correspondante et pris des notes mentales sur les chemins praticables, Joey se prépara à rentrer chez lui. Cependant, une tempête prématurée l'avait obligé à s'arrêter. La route sur laquelle il circulait était couverte de neige et sa voiture était restée coincée. En descendant de la voiture pour la pousser, Joey fit un effort qui lui causa une vive douleur à la poitrine. Au début, il essaya de rester calme, retourna à son véhicule, s'allongea sur la banquette arrière et tenta de respirer profondément. La douleur, loin de disparaître, devint de plus en plus aiguë. À ce moment précis, Joey eut une certitude. Il était en train de faire une crise cardiaque. Sachant qu'il se trouvait à des kilomètres de toute aide, l'homme commença à être assailli par d'horribles images mentales. Il pensa à sa femme et à ses enfants. Quelques larmes coulèrent de ses yeux, tandis qu'il sentait que tout ce qu'il voyait et entendait commençait à s'estomper. Le monde autour de lui semblait s'éteindre peu à peu et Joey eut une seconde épiphanie. Il perdrait connaissance là même. Il mourrait loin de tous ses proches, au milieu d'une route inconnue. C'est à ce moment-là qu'il vit les lumières par l'une des fenêtres. Était-il en train d'halluciner? À la lumière s'ajouta le bruit d'un puissant moteur, le moteur d'un pick-up, pour être plus précis. Une lueur d'espoir s'alluma dans l'esprit fiévreux de Joey, qui, tant bien que mal, se redressa et commença à demander de l'aide. Il lui sembla voir que le pick-up s'arrêtait un peu plus loin et que des silhouettes en descendaient. Il s'agissait de quelques hommes et d'une femme avec un bébé. Tous discutaient, mais personne ne répondait à son appel. Que se passait-il? Joey insista avec ses cris jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Quand il reprit connaissance, il était de nouveau allongé dans sa voiture et il put voir les faisceaux de quelques lampes torches passer à proximité. Cette fois-là, il ne put pas se lever, mais il demanda de l'aide à nouveau. Les lampes torches s'éloignèrent. Après des heures de cette terrible expérience, avec la voiture toujours coincée et le soleil commençant à se lever, Joey se sentit suffisamment bien pour se redresser et commencer à marcher vers une auberge qu'il avait vue à environ 13 km de là. D'un pas lent, il passa à côté d'une Mercury Montego de 1969 qui était vide. L'homme supposa que c'était peut-être la voiture dont étaient descendues les personnes avec les lampes de poche, mais il n'y prêta pas plus d'attention que cela. Sa propre urgence occupait toutes ses pensées, et il s'efforça de se concentrer sur l'arrivée à destination. L'histoire de Joey a une fin heureuse. L'homme est arrivé là où ils ont pu l'aider, il a été transporté à l'hôpital et il a été confirmé qu'il avait effectivement subi une crise cardiaque. Lorsqu'il a pu se rétablir, il a appris l'affaire des 5 de Yuba et s'est présenté au commissariat le plus proche. Pour raconter ce qu'il avait vu et entendu pendant ces moments d'agonie, son témoignage a laissé les officiers dubitatifs. Pouvait-on faire confiance au récit de quelqu'un qui à coup sûr avait été sous l'effet d'un terrible choc? Et on supposa que Joey avait vu et entendu ce qu'il disait, pourquoi personne ne lui était-il venu en aide lorsqu'il avait demandé de l'aide? À qui appartenait la mystérieuse camionnette? Qui était cette femme avec un bébé? Était-elle d'une manière ou d'une autre liée aux amis disparus? Il était impossible de le savoir, mais le fait qu'il y ait eu un second véhicule sur la même route, là où les amis allaient ensuite disparaître, n'était pas quelque chose à prendre à la légère. Et si les personnes dans les camionnettes avaient guidé les amis naïfs jusque-là? Et si c'était eux qui les avaient harcelés? À cette époque, une piste d'enquête a été ouverte qui a mené à une impasse, mais qui a toujours suscité des soupçons. Et si les amis avaient eu des problèmes avec quelqu'un lors du match de basket? Et si pour une raison quelconque, ils s'étaient frottés à la mauvaise personne? Pendant longtemps, la rumeur a couru que des personnes qui avaient assisté au même match que les amis.
les avait vus intervenir pour défendre une femme qui était maltraitée par son compagnon. Se pouvait-il que ce soit la femme enceinte? Les amis auraient-ils essayé de lui venir en aide et se seraient-ils condamnés eux-mêmes? La femme du magasin et la camionnette rouge. Le 3 mars, une femme qui travaillait dans un magasin à 48 km de l'endroit où la Mercury avait été retrouvée a assuré qu'elle avait vu les hommes disparus. Selon sa déclaration, elle avait vu 4 des 5 jeunes hommes le 25 février au matin. Ils étaient tous descendus d'un pick-up rouge et 2 d'entre eux étaient entrés dans son magasin pour acheter des friandises. La description qu'elle a faite des vêtements des individus correspondait aux informations que la police possédait. Il s'agissait d'informations qui n'avaient pas encore été entièrement rendues publiques. D'autre part, certains membres de la famille ont confirmé la fascination que les amis avaient pour certains chocolats et bonbons. La femme était, sans aucun doute, un témoin fiable. Ou du moins, c'est ce qu'ils supposaient. Le plus curieux, c'était qu'une camionnette apparaissait de nouveau. Et si c'était eux qui les avaient poursuivis? Bien que, ces jours-là, les enquêteurs aient reçu des centaines d'appels de personnes affirmant avoir vu les hommes disparus, toutes ont finalement été écartées car elles n'étaient pas suffisamment solides. Toutes, sauf celle de cette femme. Cependant, beaucoup pensent que la vendeuse a menti et qu'elle cherchait seulement une récompense. Et cela a beaucoup de sens si l'on s'en tient à ce qui serait finalement révélé. D'une manière ou d'une autre, les jours, les semaines et les mois ont passé. Les familles ne voulaient pas baisser les bras. Mais ils n'ont pas eu d'autre choix que d'admettre que ce qui se profilait à l'horizon n'était pas du tout encourageant. Il n'y avait aucun signe de demande de secours, aucune trace, rien qui puisse aider à savoir quelle décision prendre. Ensuite, tout simplement, les amis s'étaient évaporés sans laisser de traces. Tôt ou tard, ces indices se sont dissipés et l'affaire est revenue à zéro, du moins jusqu'à ce qu'un deuxième témoignage apparaisse, aussi étrange que révélateur. Que faisaient les amis dans ce véhicule? Pourquoi n'étaient-ils que 4? Qui manquait à l'appel et où étaient-ils? Pourquoi ne semblaient-ils pas inquiets s'ils avaient dû abandonner leur véhicule? Alors qu'ils n'attendèrent plus de bonnes nouvelles, c'est à ce moment-là que les mauvaises nouvelles sont arrivées de plein fouet. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Lorsque la fonte des glaces a finalement commencé, l'horreur a émergé. Le 4 juin 1978, des motards ont trouvé une cabane d'entretien forestier dans la forêt de Pluma. Ils n'ont pas tardé à découvrir à l'intérieur le cadavre de Ted Weiger. L'homme était allongé sur un lit de fortune, couvert de nombreux draps, soigneusement disposés, comme si quelqu'un l'avait bordé. Sa barbe suggérait qu'il avait survécu au moins 13 semaines depuis la disparition. Il n'avait pas de chaussures, mais il avait les pieds gangrenés, une grave gelure et avait perdu entre 30 et 45 kilos. Dans la cabane, il y avait de la nourriture en conserve intacte, des allumettes, du papier, des couvertures, tout le nécessaire pour survivre, mais rien n'avait été utilisé. Le feu de la cheminée n'avait pas été allumé, alors qu'il était évident qu'il y avait fait très froid. Aucun des nombreux réservoirs de propane, qui auraient suffi à chauffer toute la caravane, n'avait même été ouvert. Personne ne s'était même donné la peine de couvrir la fenêtre cassée qu'ils avaient brisée pour entrer. Sur une table, à côté du lit, se trouvaient quelques effets personnels de Weiger, son portefeuille, sa bague avec son nom et une chaîne en or qu'il portait toujours. Il y avait aussi sur la table une montre en or sans son verre, que la famille de Weiger affirmait ne pas lui appartenir. Sur le côté, ils ont trouvé une paire de chaussures qui ne correspondait pas à celle de Ted, c'était celle de Gary. Donc, au moins 2 des amis étaient arrivés sains et saufs jusqu'à cet endroit. Où était Gary? Avait-il pris les chaussures de Ted? Une inspection plus approfondie a déterminé que les boîtes de conserve avaient été ouvertes avec un ouvre-boîte que Gary et Madruga savaient utiliser, grâce à leur formation dans l'armée. Est-ce que cela expliquait pourquoi Ted était si maigre, malgré le fait qu'il était entouré de nourriture? En partant, son ami n'avait pas su comment utiliser l'élément et s'était condamné à une mort lente et douloureuse. La famille de Ted a expliqué que, en raison de sa condition, l'homme avait généralement une attitude très rigide envers les choses. Il était incapable d'improviser et évitait toujours de se mettre dans des problèmes. C'est pourquoi ils ont affirmé qu'il était possible qu'il ait choisi de mourir de faim si l'autre option était de prendre de la nourriture qui ne lui appartenait pas. Ils ont également parlé de son manque de bon sens dans certains cas extrêmes. On a appris d'ailleurs que dans sa jeunesse, il n'avait pas voulu sortir de sa chambre alors qu'elle prenait feu, parce qu'il avait peur de se réveiller complètement et d'arriver en retard au travail.
c'est-à-dire qu'il avait privilégié le respect des règles à sa propre survie. Cela pouvait expliquer certaines choses, mais laissait plusieurs questions sans réponse. Quoi qu'il en soit, la découverte a donné l'élan nécessaire pour lancer de nouvelles recherches. Et alors, les mauvaises nouvelles se sont amplifiées. Dehors, à près de 30 km de la voiture abandonnée, on a trouvé d'autres restes. Jack Madruga et Bill Sterling étaient près d'un arbre, tous deux morts d'exposition au froid. Leur corps avait été partiellement dévoré par des animaux. Plus tard, on a retrouvé les restes de Jack Hewitt dispersés parmi les buissons. En fait, c'est son père qui a trouvé sa colonne vertébrale. Plus tard, un policier trouverait son crâne. Dans une zone au nord-ouest de la caravane, les chercheurs ont trouvé 3 couvertures et une lampe de poche rouillée sur la route. Il n'a pas été possible de déterminer depuis combien de temps elles étaient là. On n'a eu aucune nouvelle de Gary Mathias. S'il était parti chercher de l'aide et n'y était pas parvenu, où était son corps? Étant donné sa condition de schizophrène, des photos de lui ont été distribuées dans des institutions psychiatriques à travers toute la Californie. En vain, jusqu'à aujourd'hui, sa disparition reste non résolue. En moins d'une semaine, et grâce au changement de saison, 4 des disparus avaient pu être retrouvés. Mais l'énigme était encore loin d'être résolue et de nombreuses questions restaient sans réponse. Les autorités découvrirent plus tard qu'un véhicule Snowcat avait dégagé la neige pour se frayer un chemin jusqu'à la remorque où Ted avait été retrouvé, le 23 février. Ce qui aurait pu donner aux hommes l'illusion de se trouver dans une zone où les employés du service forestier pourraient revenir bientôt. On pensait aussi que Gary avait convaincu le groupe de se rendre à Force Town, une zone entre Chico et la route de montagne, pour rendre visite à un ami qui y habitait. Il était possible que Madrugas ait raté la bifurcation et qu'il se soit perdu en conduisant de plus en plus dans l'obscurité jusqu'à ce que la neige arrête la Mercury. D'autres pensent qu'ils sont tombés sur quelqu'un de dangereux ou sur un événement qui a altéré leur jugement. D'un autre côté, on a beaucoup parlé de Gary. Et si, en l'absence de médicaments, il avait succombé à la folie et avait conduit tout le monde vers une mort certaine? La police n'a jamais écarté l'hypothèse d'un crime, et les familles non plus. Melba Madruga, la mère de Jack, a déclaré au Washington Post qu'elle pensait que quelque chose avait détourné le groupe. Ses mots exacts étaient « Je suis sûr qu'ils n'y sont jamais montés seuls. Il est clair qu'on les a trompés ou menacés. » Pour revenir à l'idée que les amis auraient pu avoir un problème avec quelqu'un, peut-être que la précipitation à s'échapper a provoqué le fameux mauvais virage. Cela expliquerait que la voiture ait été abandonnée et que les hommes aient couru vers la forêt et, malheureusement, se soient perdus. Peut-être que le cri de Joe les avait complètement effrayés et c'est pour cela qu'ils avaient paniqué. Une autre piste d'enquête pense que la police, qui s'est toujours montrée coopérative, a en réalité beaucoup de choses à cacher. Apparemment, la sœur de Gary aurait eu une liaison qui s'est mal terminée avec un membre de la mafia. Bien que personne ne l'ait jamais vraiment confirmé, on pense que Gary aurait menacé cet individu. Selon certains, à partir de ce moment-là, le jeune homme était dans la ligne de mire de voyous qui, le 24 février, l'aurait suivi pour l'éliminer. Ensuite, ils avaient effrayé ses amis jusqu'à leur provoquer la fin tragique que l'on connaît. Est-ce que cela avait du sens? Y avait-il à Yuba une famille mafieuse très dangereuse et avec des contacts dans les forces de l'ordre? La police s'était-elle arrangée pour que le corps de Gary ne soit jamais retrouvé pour éviter qu'on découvre qu'il s'agissait d'un règlement de compte? En fait, un podcast lancé il y a quelques années a ajouté une nouvelle couche d'incertitude à cette affaire déjà étrange. Le fantôme. Le podcast Yuba County 5 de Mopac Audio a été réalisé après qu'un groupe de journalistes a obtenu pour la première fois une copie numérisée complète des dossiers de police de l'affaire. En l'examinant, les professionnels ont trouvé une note interne du shérif de Yuba datée du 8 octobre 2020. Celle-ci disait « On pense que Gary Mathias a été victime d'un crime. Cette affaire reste ouverte en tant que disparition, rayée homicide. Il est dans le meilleur intérêt de toutes les personnes concernées que cette lettre ne soit pas envoyée à la famille Mathias. » Quelle sorte de preuves le shérif pourrait-il avoir pour arriver à cette conclusion tant d'années après? Pourquoi souligne-t-on que la famille de l'homme disparu ne devait pas être informée de la possibilité d'un homicide? Est-ce simplement une question de protocole ou y a-t-il autre chose? Aujourd'hui, tant d'années plus tard, cette affaire continue de susciter des débats. Alors que certains soutiennent qu'il ne s'agissait que d'une série d'événements malheureux ayant conduit à une tragédie sans précédent, d'autres pensent que des forces inconnues étaient à l'œuvre. Il y en a même qui pensent que la clé se trouve chez Joe, l'homme victime de la crise cardiaque. Et si son témoignage n'avait pas été honnête?
Avec le temps, l'homme a présenté quelques contradictions dans ses propos et il a été découvert qu'il avait la réputation d'être alcoolique et instable. Et s'il avait eu un problème avec les 5 amis, et si le fait de les affronter avait provoqué la crise cardiaque, et s'il les avait menacés et que c'est pour cela que les autres s'étaient enfuis, qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé? Quelle explication trouvez-vous? Quelles théories vous viennent à l'esprit? Je vais vous lire ici en bas dans les commentaires, alors écrivez ce que vous pensez qu'il s'est passé. Essayer de reconstituer les dernières heures des 5 amis de Yuba City est un exercice auquel continuent de se livrer des enquêteurs du monde entier, toujours dans l'espoir de trouver un indice qui aurait été négligé jusqu'à présent. L'explication la plus répandue suggère que les hommes sont sortis ensemble de la voiture, que 2 d'entre eux se sont arrêtés à cause d'une blessure ou de la fatigue, et que les autres ont atteint l'abri. On pense qu'à partir de là, ils ont voulu s'organiser pour aller aider ceux qui étaient restés en chemin. On pense qu'alors les choses ne se sont pas passées comme ils l'espéraient, ils se sont perdus et n'ont plus su retrouver leur chemin. Tous seraient morts après la première nuit, sauf Ted, qui serait resté dans la cachette sans la capacité d'ouvrir plus de nourriture ou de faire du feu. Mais, une fois de plus, tout cela n'est qu'une simple possibilité. De plus, cela n'éclaire toujours pas la raison pour laquelle les amis se sont retrouvés sur cette route. Si Gary était encore en vie, ce qui ne peut être exclu, il aurait 73 ans au moment où cette vidéo est enregistrée. Ses parents ont raconté que lorsqu'il avait été démobilisé de l'armée, il était rentré à la maison à pied sur plusieurs kilomètres. Apparemment, marcher était quelque chose qui le calmait. Et si c'est cela qui l'a sauvé? Et si Gary avait marché et ne s'était jamais arrêté? Et s'il avait réussi à trouver la force de surmonter les difficultés? Est-il possible que le sujet ait réussi à sortir de la forêt et que son cerveau tourmenté lui ait permis de refaire sa vie, loin de sa famille et de sa chère ville natale de Yuba? Peut-être a-t-il vécu un traumatisme tel que, ajouté à sa maladie, cela lui avait fait oublier son passé. Est-il encore là-bas, quelque part? Est-elle enterrée quelque part dans sa mémoire, la pièce manquante pour clore cette affaire? Pour l'instant, cela reste une possibilité, peut-être la dernière qu'il nous reste pour tenter d'apporter une réponse éclairante à l'un des plus grands mystères de ces dernières années.